Remerciements d'abord aux auditeurs qui ont eu le mérite de suivre attentivement des communications certes très attrayantes, mais parfois aussi très savantes. Je voudrais remercier les auteurs de communication qui ont apporté le résultat de recherches très diverses et très originales. Je me permettrai de remercier tout particulièrement mon confrère M. Francfort, qui m'a beaucoup aidé pour qu'il y ait un équilibre entre les disciplines. Je pouvais, du côté de la philologie, de l'histoire, de la philosophie, arriver à établir par moi-même cet équilibre, ce qui n'aurait pas été possible pour l'archéologie. Et je voudrais le remercier du choix qu'il a pu faire des communicants. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la notion de crasis, dont il avait été question au début dans la communication de M. Philippe Hoffmann, crasis à la fois des éléments naturels et crasis aussi à l'intérieur de l'homme, nous avons eu une image de ce mélange harmonieux entre les différentes disciplines. Et nous avons pu, de cette façon, assister à de très belles avancées sur les méthodes d'analyse. Alors, on a eu de la paléoclimatologie, de la paléodendrologie, de la paléogénétique, etc. Et le grand problème a été celui de l'interaction entre faits naturels et faits humains. Donc, vous voyez que j'étais un peu inquiet au départ quand le sujet a été choisi, mais je dois dire que la réalisation est au-delà de mes espérances. Je vous remercie donc tous de votre participation et je terminerai par un dernier appel pour les communicants. J'ai apprécié leur sens de la maîtrise. Ils ont beaucoup travaillé, ça se sentait, mais en même temps, ils ont su maîtriser leur matière de telle façon que nous avons pu, en général, dans les 30 minutes, passer d'une communication à l'autre. C'est-à-dire que le colloque a été mené d'une façon tout à fait fluide. Alors, le colloque se termine, il va y avoir quelques conclusions orales, mais les conclusions véritables, les conclusions écrites viendront avec les actes. Et je voudrais rappeler que nous avons un rythme que nous tenons, monsieur le secrétaire perpétuel, de tradition. Ce rythme, c'est que les actes du colloque paraissent avant le colloque suivant. Cela signifie que les communicants ont un devoir, et ce devoir, c'est de rendre leur communication définitivement écrite, non pas dans un mois, parce que si je dis dans un mois, c'est trop rapide, mais en tous les cas, la limite, c'est les vacances de Noël. Il faut qu'aux vacances de Noël, le secrétariat de notre académie puisse bénéficier de toutes les communications afin que dans le colloque suivant, nous puissions accueillir des actes qui seront certainement très importants sur le climat. Donc, je termine en vous exprimant à tous
ma reconnaissance, car le colloque a été au-delà de mes espérances. Merci. Alors, je m'associe entièrement à tout ce que vient de dire mon excellent confrère Jacques Joannas, de sorte que je n'ai à répéter ni les compliments, ni l'assurance qui est encore plus vraie pour moi que pour lui, que le colloque a dépassé mes espérances, parce que lui était sûr que, à vrai dire, ce serait un excellent colloque sur le climat, et moi j'étais pas absolument sûr, donc je bats ma culpe. Et je m'associe à sa demande de remettre vite les contributions. Il est essentiel pour nos colloques que le volume paraisse avant la tenue du colloque suivant. C'est ce que nous faisons depuis 28 ans. C'est un des éléments qui font la réputation de ces colloques. Et il faut bien dire leur originalité, parce que c'est pas si fréquent, cette régularité. Vraiment, aidez-nous à maintenir cette tradition, qui est beaucoup plus qu'une tradition. Alors, je pensais ne rien dire du tout, parce qu'il y avait un beau programme qui annonçait que c'était messieurs Jacques Joannas et Christian Robin de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui allaient présenter les conclusions du colloque. Et puis, il y a une petite demi-heure, Jacques Joannas m'a dit « Ah ben non, c'est toi ». Et bon, je suis... je peux pas le faire, mais je fais quand même, enfin de même que un bon petit soldat envoyé au feu se fait tuer même inutilement. Et donc je suis bien incapable de présenter vraiment des conclusions, mais je peux rappeler ce qui n'échappe à personne, et ce qui va de soi et ce qui était d'ailleurs prévisible. D'abord qu'il y a eu donc deux approches et deux types de communication. Et nous avons eu une partie sur la pensée du climat chez les auteurs du passé. Auteurs du passé, auteurs de l'Antiquité, et nous avons eu cet enrichissement extraordinaire d'avoir ces deux dernières communications, tout est vraiment très très remarquable, sur des auteurs modernes. La pensée du climat chez les auteurs du passé, eh bien, cette pensée s'applique au climat en relation avec la médecine, nous l'avons vu tout de suite, voilà, en relation avec l'anthropologie envisagée dans une perspective plus large, voilà, et englobant les caractères, les qualités des peuples, les modes de gouvernement, les modes de vie, la paix et la guerre, les migrations et les invasions, etc. Et puis, un troisième aspect qui est apparu vite, qui m'a frappé parce qu'il était inattendu et parce qu'il apparaît très discrètement, c'est la relation avec la géographie qui est attendue et l'histoire du monde qui pointe le nez. En relation avec la géographie, bien sûr, parce qu'on a observé très vite que les climats varient selon les latitudes, selon les altitudes, pour toutes sortes de raisons. Mais en particulier, à travers la communication de Philippe Hoffmann, les ignorants comme moi, mais peut-être étais-je le seul à être ignorant, ont été frappés de voir qu'une idée de l'histoire du climat et des changements du climat apparaît non pas évidemment par l'observation, à laquelle il ne pouvait pas se livrer, mais comme une pensée philosophique. Une philosophie du climat qui place le climat dans le temps et pas seulement dans l'espace. Et j'avoue, pour moi, ça a été une révélation. Mais l'ensemble de ces communications, toutes les communications ont été extrêmement stimulantes, mais celles-là, dans l'ordre théorique, aussi bien qu'érudits et savants, l'ont été particulièrement. C'était celle de Jacques Joannas, de Philippe Hoffmann, de Didier Marcotte, de Véronique Boudon-Millot, et puis de Jean Séard et de Catherine Volpiac-Auger, qui, en remettant
remettant Bourdieu à sa place et la pensée du climat de Montesquieu à sa place aussi, a jeté rétrospectivement une lumière particulièrement vive sur beaucoup des discussions et des analyses que nous avions entendues auparavant, parce que, bien entendu, les mots employés, les notions employées, les expressions employées doivent chaque fois être replacées dans le contexte d'une époque, d'un type de pensée, d'un dialogue avec d'autres auteurs. Et que le petit exercice auquel Bourdieu se livre, et d'ailleurs pas seulement Bourdieu, déjà ce Bonneval, c'est peut-être des vers de Mirliton, moi j'ai trouvé que ces vers étaient excellents, n'est-ce pas? Pour dire les choses avec une telle précision, sans cheville, il n'y a pas de cheville. Hein, c'est Mirliton parce qu'ils sont faciles, mais ils ont une virtuosité à laquelle je rends hommage. Je ferme la parenthèse. J'ai trouvé ça injuste, bête, tout ce que vous voulez, mais assez amusant. Bon. Je regarde ça pour. Mais à toutes les époques, quand on lit un auteur d'une époque donnée qui, sur un sujet de ce genre, qui éveille des résonances si particulières chez nous, si actuelles, tellement liées à des convictions qui sont à la fois des convictions, précisément à la fois des convictions scientifiques, des convictions morales, des convictions politiques, etc., nous réagissons immédiatement et facilement en contresens. De sorte que la mise en garde touchant Montesquieu peut se reporter rétrospectivement, certainement, à d'autres auteurs du passé. Et puis, il y a eu une série de communications qui ont abordé le point de vue de l'historien moderne face au climat et à ce que l'étude du climat apporte à l'histoire. Ce que l'étude du climat apporte à l'histoire, c'est plus compliqué que cela, parce que il y a nous avons vu apparaître je ne dirais pas deux directions contradictoires, mais deux façons d'aborder les choses et qui sont réversibles. L'évolution du climat permet de comprendre l'histoire. Beaucoup de communications l'ont illustré. Mais l'histoire, l'archéologie et les sources écrites renseignent naturellement sur l'évolution du climat. Et cette réversibilité de l'opération explicative fait toute la difficulté et toute la subtilité de l'exercice. Et nous l'avons vu. Alors nous avons eu toute une série de communications, même celle d'Henri-Paul Francfort, qui montrait particulièrement bien cette réversibilité. Mais toutes l'ont montré, celle de M. Darc, de M. Fouache, de Mme Néna, de Mme Amig, de mon voisin, Christian Robin, tout cela l'a montré admirablement. Mais en même temps, cela montrait que cette activité proprement historique, proprement archéologique, proprement érudite, exige en même temps une subtilité dans l'utilisation des techniques et des concepts considérable. Parce que on me dirait que ma comparaison est stupide. Je lisais dans un article où on parlait des voitures hybrides. Et le journaliste disait vous me saurez gré de ne pas vous expliquer comment ça marche, c'est vraiment compliqué. Eh bien, cette opération que font nos historiens et nos archéologues, c'est ce fonctionnement d'un moteur hybride. C'est-à-dire qu'on passe d'un type d'énergie à l'autre, chaque type d'énergie est dans l'autre, avec une causalité réversible qu'il faut constamment maîtriser.
Et nous l'avons bien vu, à la fois dans les exposés eux-mêmes et dans les discussions qui ont suivi certains de ces exposés. Le point de vue du climatologue, le point de vue de l'historien ou de l'archéologue. Et troisième point, et c'était quelque chose qui m'avait frappé, enfin, qui expliquait, je ne dirais pas mes réticences, mais ma petite inquiétude face à ce sujet. C'est que nous avons eu, il y a quelques années, mais pas tellement d'années que cela, un colloque sur les catastrophes naturelles. Et je m'étais dit, est-ce que le sujet n'est pas trop proche du colloque sur les catastrophes naturelles? Et le déroulement de ce colloque a montré que non, que l'approche par le climat était tout à fait différente et permettait de poser des questions tout à fait différentes et de montrer une complexité des réponses, comme je le disais à un instant, très supérieure finalement à celle qu'appelait le colloque sur les catastrophes naturelles. Cependant, évidemment, il y avait des convergences et nous l'avons vu, je l'ai vu particulièrement puisque je lisais sa communication, à travers la communication de Pierre Toubert. Le climat, naturellement, entraîne vers les effets du climat et en particulier les effets sur la santé. Mais le climat entraîne vers cela, c'est-à-dire que la beauté d'un colloque sur le climat est que nous nous sommes trouvés sans cesse au-delà du climat. Et j'ai été frappé par la formule de Montesquieu que enfin non, je ne sais plus. Non, c'est pas une formule de Montesquieu, c'est une formule de Madame Volpian, mais enfin, c'est bien qui est l'homme. Oui, c'est vous. L'homme modifie les conditions de son environnement. L'homme crée son climat. Et cela me conduit à mon dernier mot. Naturellement, le dernier mot, c'est sur ce qu'il n'y a pas eu dans un colloque. Eh bien, un exemple où le mot d'emploi du mot climat montre que c'est l'homme qui crée le climat, et un exemple qui doit nous être particulièrement cher, d'abord parce qu'il concerne un de nos excellents confrères d'une autre académie, et d'autre part parce qu'il a valu à la France d'être une fois de plus au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sont les climats de Bourgogne. Les climats de Bourgogne sont des parcelles de terre qui, par la qualité de la terre, par leur orientation, par etc., produisent un vin d'une qualité particulière et exquise, n'est-ce pas? Et à l'heure où le climat recèle tant de menaces, eh bien, nous pouvons nous consoler avec les climats qui nous réjouissent le cœur. Merci à tous, je répète.